Olivier Mazerolle, vous recevez Malek Bouti, député socialiste de l'Essonne. Bonjour Malek Bouti. Bonjour. Manuel Valls vient de dire qu'il y avait des Molenbeek français. Ça fait 1 an que vous le dites. Vous lui aviez remis un rapport à ce sujet. Vous allez être pris au sérieux cette fois ? Moi, j'espère que, non pas que je sois pris au sérieux, je veux dire, la question de mon rapport et de mon travail n'est pas essentielle, mais je pense que la multiplication des attentats doit maintenant faire comprendre à un certain nombre de responsables qu'il y a 2 aspects de travail. Il y a un aspect sécuritaire et militaire. Sincèrement, on travaille plutôt bien. Les choses se passent plutôt bien. Il y a un effort extraordinaire des responsables dans ce secteur. Mais il y a le travail des politiques. Et sincèrement, les politiques sont aujourd'hui en train de regarder le terrorisme comme un spectacle, le sous-traitent aux sécuritaires et ne font pas leur part de travail. C'est-à-dire qu'on ne va pas sur le terrain à la racine, parce que dans un pays en guerre, c'est là que commence le combat pour vous ? Non, c'est-à-dire que face à ce nouveau type de guerre, on voit bien que quel est l'objectif des terroristes ? C'est un objectif de déstabilisation et de recrutement. Donc, nous devons agir pour contre eux, et ça c'est l'aspect militaire et policier du travail, mais on doit aussi couper le robinet au djihadisme. Il faut quand même savoir qu'après chaque attentat, il y a encore plus de candidats au djihad. Et ça c'est un problème. Et des gosses qui n'y vont pas simplement parce qu'ils sont décérébrés, mais qui finissent par être convaincus. Et on le voit. Moi, je suis frappé par le jeune âge, la détermination et presque le professionnalisme qu'ils ont, parce qu'on nous les a souvent présentés comme des pieds nickelés. C'en est pas. Donc, il y a vraiment un travail pour couper le robinet au djihadisme. Et là, aujourd'hui, je considère que le travail n'est pas fait et est très mal fait. Alors, justement, en quoi les politiques ne font-ils pas le travail ? Si vous voulez, moi, je le dis les choses vraiment avec force et solennité. Ça suffit, les minutes de silence, comme simple bilan politique. On n'arrête pas d'enchaîner des minutes de silence, et 3 jours après, on retombe dans nos petites polémiques qui n'ont aucun intérêt. Il faut que la France, en particulier, prenne conscience d'une chose. Si elle ne trouve pas une unité politique sur les questions de défense et les questions de sa sécurité nationale, si le gouvernement, si l'ensemble des membres du mouvement, du Parlement se mettent pas au travail pour lutter contre les ghettos, les Molenbeek qu'il y a chez nous, pour lutter contre les fractures, on va vers des Comment on lutte contre les Molenbeek ? Écoutez, on n'est pas un pays qui est à genoux. On a vraiment les moyens aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont capables de travailler. On a une force vitale dans ce pays, que ce soit en termes de professionnalisme et d'activité. On aurait dû faire au moment du remaniement, je vais vous dire une chose. Moi, j'attendais que le président forme un gouvernement de guerre. Ça veut dire quoi ? Que l'ensemble du pays converge dans ses efforts pour se protéger, pour émanciper les gosses des banlieues et pour faire une sorte de ceinture de sécurité républicaine pour protéger le pays. Et ça n'a pas été fait. C'est une déception. Qui aurait pu entrer dans ce gouvernement de guerre ? C'est un gouvernement d'union nationale ? La question peut se poser sur un certain nombre de questions sécuritaires, d'associer l'opposition totalement et au plus haut niveau pour protéger le pays. Oui, moi je le crois. D'abord, dans nos institutions, nous devrions avoir un outil qui permet d'éviter que les élections présidentielles, les polémiques politiques impactent, parce que sinon on encourage le terrorisme. Mais la deuxième chose, il ne s'agit pas de mettre des militaires, il s'agit que l'ensemble des ministères convergent vers un seul objectif, protéger la France. Vous avez été partisan de placer sous tutelle un certain nombre de communes dont les responsables, dites-vous, font collaboration avec les groupes les plus radicaux croyant acheter la paix sociale. Vous êtes toujours favorable à cette formule ? Je pense que l'intérêt de la nation doit être maintenant supérieur à toutes les petites polémiques et à tous ceux qui nous disent « Ah non, on ne va pas toucher aux prérogatives du conseiller général ou du maire ». Je pense que dans les endroits où il y a un échec républicain, dans les endroits où vous ne pouvez pas ouvrir un petit commerce et vendre du jambon parce qu'il y a des gens qui vous l'interdisent, dans les endroits où les femmes ne peuvent pas sortir habillées comme elles veulent, dans ces endroits-là, les élus républicains ont échoué, ils doivent être mis sous tutelle. C'est l'État républicain qui doit reprendre la commande de ces territoires. Alors les textes ont une importance. Moi j'ai relu le rapport que vous aviez remis à Manuel Valls en juillet dernier. Vous écriviez ceci: une reconquête républicaine nécessite un projet collectif et une volonté au plus haut sommet de l'État. Oui. Ces 2 conditions ne sont pas remplies ? Non, elles ne sont pas remplies pour 2 raisons. Je vais parler pour ma propre famille politique parce que je ne vais pas jeter la pierre aux autres, je balaye devant ma propre porte. La gauche, au lieu de débattre en permanence, à la virgule près, de telle ou telle question technique, sociale, elle doit comprendre une chose. La gauche peut disparaître dans cette période politique. Si elle veut survivre, elle doit être un acteur essentiel de cette nouvelle guerre et comprendre que c'est une guerre par l'émancipation et qu'on doit reconstruire un discours de gauche
tout à fait nouveau, un discours d'ordre républicain. Quant au haut sommet de l'État, je l'ai dit, le haut sommet de l'État devrait moins se préoccuper de la prochaine élection présidentielle et beaucoup plus de la construction d'une ceinture de sécurité républicaine pour notre pays. Le haut sommet de l'État, il porte un nom, hein, c'est François Hollande. Oui, je pense que le président de la République, il est garant de l'unité du pays, garant de sa sécurité. Dans sa fonction institutionnelle... Et il fait pas le job ? Je trouve qu'il fait le job est bien fait sur le terrain sécuritaire et militaire. Et le bilan est extrêmement médiocre sur le terrain politique. Il n'y a pas de projet collectif? Non, il n'y a pas de projet collectif, il n'y a que des projets individuels. Et ça, c'est un problème. Et il n'y a pas la prise en compte des terrains sur lesquels il faut aller dans les Molenbeek français? Rien n'a avancé. Rien n'a avancé. Depuis les attentats du mois de janvier, puis après les attentats du 13 novembre, sur ce terrain-là, il y a beaucoup de gens qui ont envie, il y a beaucoup de Français, beaucoup d'acteurs, beaucoup de responsables, beaucoup de ministres même que j'ai rencontrés, qui ont envie de se retrousser les manches et de mettre les mains dans le cambouis. Mais on n'a pas donné d'ordre pour travailler avec force et avec passion. Voilà. En fait, c'est les minutes de silence. Elles sont solennelles, c'est de l'émotion. Mais en face de nous, on n'a pas des gens qui font de l'émotion. On a des gens qui essaient de nous tuer, de nous détruire. Il serait peut-être temps de comprendre qu'on doit rentrer dans une autre dimension. Comment expliquez-vous que des jeunes qui n'ont rien à voir avec l'islam au départ et qui ne vivent pas forcément dans ces quartiers, les Molenbeek, se radicalisent et se soumettent à la barbarie? On a une pente générale dans le monde où la jeunesse se radicalise face, je dirais, à ce qu'elle considère comme une démocratie un peu en carton. Les manipulations qui ont eu lieu pendant la guerre d'Irak, les désastres écologiques, les manipulations financières, c'est la manière dont la jeunesse voit le monde, c'est un monde où on lui dit tout est parfait, achète le prochain iPhone, le iPhone 7 qui va bientôt sortir, et en fait il se rend compte que... Elle le fait. Eh ben, il l'achète. Oui, mais en même temps, une partie d'entre elles, parce que c'est comme ça quand on a 20 ans, et tout le monde sait, on a tous eu 20 ans, quand on a 20 ans, on ne se contente pas du monde qu'on nous lègue, on a envie de construire son propre monde. Et là, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'offre politique. Et les islamistes font une offre politique qui touche bien évidemment les jeunes musulmans, en priorité, c'est certain, mais qui touche d'autres catégories de la population. On le voit dans les recrues djihadistes. La politique, c'est un mensonge à l'heure actuelle? Non, la politique n'est pas un mensonge à l'heure actuelle. La politique est une fainéantise à l'heure actuelle. C'est d'une facilité de faire des fausses polémiques à l'Assemblée, d'avoir des envolées lyriques sur les plateaux télé. Là, en ce moment, on doit retourner au charbon. On doit retourner au terrain. On doit faire ses preuves par le concret plus que par l'envolée lyrique. Il y a une polémique qui est en train de naître. C'est dans la répression, la perpétuité incompressible. Vous êtes pour? Vous êtes contre? Non, je ne suis pas pour modifier notre modèle démocratique, notre modèle de droit, aux fonctions des coups de butoir du terrorisme, puisque c'est un de leurs objectifs. Vous savez très bien que un des rêves des terroristes, c'est que Mme Le Pen prenne le pouvoir en France. Faut pas rêver. Et bien évidemment, ça les arrangerait. De la même manière que tous les pouvoirs autoritaires les arrangent. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? La question, et c'est là où le coche a été raté dans le débat politique, l'affaire de la nationalité. Pour moi, un Français qui décide de partir, de prendre les armes et de détruire son propre pays ne doit plus être français. En un mot, on ne doit pas se poser la question de qu'est-ce qu'on va en faire, mais la question qui est posée, c'est qu'est-ce que lui va faire de sa vie hors de France. Il n'a plus sa place dans ce pays. Et la perpétuité incompressible? Elle peut arriver quand on attrape en flagrant délit un certain nombre de terroristes. Peine de mort lente, dit Bruno Le Roux. La peine de mort, c'est pas la même chose. Mais je pense que, en tout cas, une chose est certaine. Je ne crois aucun des terroristes quand ils émettent des regrets. Je ne crois en rien au fait que la prison de 2, 3, 4 années les remet sur les rails. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux, on le voit aujourd'hui dans le recrutement, sont issus du gangstérisme, sont dans des grandes ruptures. La question, c'est redéfinir les contours de la communauté nationale. Et français, celui qui défend la France n'est pas français, celui qui veut la détruire. C'est d'une simplicité tellement nette, c'est ce que les gens ont besoin. Vous savez, quand je dis ça, il faut bien comprendre une chose. Je le dis pour des milliers, des millions, voire de gens qui sont musulmans en France et qui n'ont pas envie d'être montrés du doigt, qui n'ont pas envie d'être assimilés à ça, et qui, eux, ont envie de défendre leur pays. Et on ne leur donne pas l'occasion de défendre leur pays. Je trouve ça totalement anormal. Merci Malek Bouti. Merci à vous. Après chaque attentat, il y a encore plus de candidats au djihad, vient de nous dire Malek Bouti. Il faut former une ceinture de sécurité républicaine pour protéger le pays et mettre notamment sous tutelle les communes qui n'arrivent plus à faire respecter les lois républicaines. Entretien à réécouter et à retrouver sur le site rtl.fr. Dans quelques instants, nous serons avec Louis Baudin pour la méthode. Olivier Mazerolle, vous recevez Malek Bouti, député socialiste de l'Essonne. Bonjour Malek Bouti. Bonjour. Manuel Valls vient de dire qu'il y avait des Molenbeek français. Ça fait 1 an que vous le dites. Vous lui aviez remis un rapport à ce sujet. Vous allez être pris au sérieux cette fois?
Moi, j'espère que, non pas que je sois pris au sérieux, je veux dire, la question de mon rapport et de mon travail n'est pas essentielle, mais je pense que la multiplication des attentats doit maintenant faire comprendre à un certain nombre de responsables qu'il y a deux aspects de travail. Il y a un aspect sécuritaire et militaire. Sincèrement, on travaille plutôt bien, les choses se passent plutôt bien, il y a un effort extraordinaire des responsables dans ce secteur, mais il y a le travail des politiques. Et sincèrement, les politiques sont aujourd'hui en train de regarder le terrorisme comme un spectacle, le sous-traitent aux sécuritaires et ne font pas leur part de travail. C'est-à-dire qu'on ne va pas sur le terrain à la racine, parce que dans un pays en guerre, c'est là que commence le combat pour vous? Non, c'est-à-dire que face à ce nouveau type de guerre, on voit bien que quel est l'objectif des terroristes? C'est un objectif de déstabilisation et de recrutement. Donc, nous devons agir contre eux, et ça c'est l'aspect militaire et policier du travail, mais on doit aussi couper le robinet au djihadisme. Il faut quand même savoir qu'après chaque attentat, il y a encore plus de candidats au djihad. Et ça c'est un problème. Et des gosses qui n'y vont pas simplement parce qu'ils sont décérébrés, mais qui finissent par être convaincus. Et on le voit. Moi, je suis frappé par le jeune âge, la détermination et presque le professionnalisme qu'ils ont, parce qu'on nous les a souvent présentés comme des pieds nickelés. C'en est pas. Donc, il y a vraiment un travail pour couper le robinet au djihadisme. Et là, aujourd'hui, je considère que le travail n'est pas fait et est très mal fait. Alors, justement, en quoi les politiques ne font-ils pas le travail? Si vous voulez, moi, je le dis les choses vraiment avec force et solennité. Ça suffit, les minutes de silence, comme simple bilan politique. On n'arrête pas d'enchaîner des minutes de silence, et 3 jours après, on retombe dans nos petites polémiques qui n'ont aucun intérêt. Il faut que la France, en particulier, prenne conscience d'une chose. Si elle ne trouve pas une unité politique sur les questions de défense et les questions de sa sécurité nationale, si le gouvernement, si l'ensemble des membres du mouvement, du Parlement se mettent pas au travail pour lutter contre les ghettos, les Molenbeek qu'il y a chez nous, pour lutter contre les fractures, on va vers des Comment on lutte contre les Molenbeek? Écoutez, on n'est pas un pays qui est à genoux. On a vraiment les moyens aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont capables de travailler. On a une force vitale dans ce pays, que ce soit en termes de professionnalisme et d'activité. On aurait dû faire au moment du remaniement, je vais vous dire une chose. Moi, j'attendais que le président forme un gouvernement de guerre. Ça veut dire quoi? Que l'ensemble du pays converge dans ses efforts pour se protéger, pour émanciper les gosses des banlieues et pour faire une sorte de ceinture de sécurité républicaine pour protéger le pays. Et ça n'a pas été fait. C'est une déception. Qui aurait pu entrer dans ce gouvernement de guerre? C'est un gouvernement d'union nationale? La question peut se poser sur un certain nombre de questions sécuritaires, d'associer l'opposition totalement et au plus haut niveau pour protéger le pays. Oui, moi je le crois. D'abord, dans nos institutions, nous devrions avoir un outil qui permet d'éviter que les élections présidentielles, les polémiques politiques impactent, parce que sinon on encourage le terrorisme. Mais la deuxième chose, il ne s'agit pas de mettre des militaires, il s'agit que l'ensemble des ministères convergent vers un seul objectif: protéger la France. Vous avez été partisan de placer sous tutelle un certain nombre de communes. Dans sa fonction institutionnelle, et il fait pas le job? Je trouve qu'il fait le job est bien fait sur le terrain sécuritaire et militaire, et le bilan est extrêmement médiocre sur le terrain politique. Il n'y a pas de projet collectif? Non, il n'y a pas de projet collectif, il n'y a que des projets individuels, et ça c'est un problème. Et il n'y a pas la prise en compte des terrains sur lesquels il faut aller dans les Molenbeek français? Rien n'a avancé. Rien n'a avancé. Depuis les attentats du mois de janvier, puis après les attentats du 13 novembre, sur ce terrain-là, il y a beaucoup de gens qui ont envie, il y a beaucoup de Français, beaucoup d'acteurs, beaucoup de responsables, beaucoup de ministres même que j'ai rencontrés, qui ont envie de se retrousser les manches et de mettre les mains dans le cambouis, mais on n'a pas donné d'ordre pour travailler avec force et avec passion. Voilà. En fait, c'est les minutes de silence, elles sont solennelles, c'est de l'émotion, mais en face de nous, on n'a pas des gens qui font de l'émotion, on a des gens qui essaient de nous tuer, de nous détruire. Il serait peut-être temps de comprendre qu'on doit rentrer dans une autre dimension. Comment expliquez-vous que des jeunes qui n'ont rien à voir avec l'islam au départ, et qui ne vivent pas forcément dans ces quartiers, les Molenbeek, se radicalisent et se soumettent à la barbarie? On a une pente générale dans le monde où la jeunesse se radicalise face, je dirais, à ce qu'elle considère comme une démocratie un peu en carton. Les manipulations qui ont eu lieu pendant la guerre d'Irak, les désastres écologiques, les manipulations financières, c'est la manière dont la jeunesse voit le monde, c'est un monde où on lui dit tout est parfait, achète le prochain iPhone, le iPhone 7 qui va bientôt sortir, et en fait il se rend compte que... Elle le fait. Il l'achète. Oui, mais en même temps, une partie d'entre elles, parce que c'est comme ça quand on a 20 ans, et tout le monde sait, on a tous eu 20 ans, quand on a 20 ans, on ne se contente pas du monde qu'on nous lègue, on a envie de construire son propre monde. Et là, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'offre politique. Et les islamistes
font une offre politique qui touche bien évidemment les jeunes musulmans, en priorité c'est certain, mais qui touche d'autres catégories de la population. On le voit dans les recrues djihadistes. La politique, c'est un mensonge à l'heure actuelle? Non, la politique n'est pas un mensonge à l'heure actuelle. La politique est une fainéantise à l'heure actuelle. C'est d'une facilité de faire des fausses polémiques à l'Assemblée, d'avoir des envolées lyriques sur les plateaux télé. Là, en ce moment, on doit retourner au charbon. On doit retourner au terrain. On doit faire ses preuves par le concret plus que par l'envolée lyrique. Il y a une polémique qui est en train de naître, c'est dans la répression, la perpétuité incompressible. Vous êtes pour? Vous êtes contre? Non, je ne suis pas pour modifier notre modèle démocratique, notre modèle de droit, aux fonctions des coups de butoir du terrorisme, puisque c'est un de leurs objectifs. Vous savez très bien que un des rêves des terroristes, c'est que Mme Le Pen prenne le pouvoir en France. Faut pas rêver. Et bien évidemment, ça les arrangerait. De la même manière que tous les pouvoirs autoritaires les arrangent. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? La question, et c'est là où le coche a été raté dans le débat politique, l'affaire de la nationalité. Pour moi, un Français qui décide de partir, de prendre les armes et de détruire son propre pays ne doit plus être français. En un mot, on ne doit pas se poser la question de qu'est-ce qu'on va en faire, mais la question qui est posée, c'est qu'est-ce que lui va faire de sa vie hors de France. Il n'a plus sa place dans ce pays. Et la perpétuité incompressible? Elle peut arriver quand on attrape en flagrant délit un certain nombre de terroristes. Peine de mort lente, dit Bruno Le Roux. La peine de mort, c'est pas la même chose. Mais je pense que, en tout cas, une chose est certaine. Je ne crois aucun des terroristes quand ils... dont les responsables, dites-vous, font collaboration avec les groupes les plus radicaux croyant acheter la paix sociale. Vous êtes toujours favorable à cette formule? Je pense que l'intérêt de la nation doit être maintenant supérieur à toutes les petites polémiques et à tous ceux qui nous disent « Ah non, on ne va pas toucher aux prérogatives du conseiller général ou du maire ». Je pense que dans les endroits où il y a un échec républicain, dans les endroits où vous ne pouvez pas ouvrir un petit commerce et vendre du jambon parce qu'il y a des gens qui vous l'interdisent, dans les endroits où les femmes ne peuvent pas sortir habillées comme elles veulent, dans ces endroits-là, les élus républicains ont échoué, ils doivent être mis sous tutelle. C'est l'État républicain qui doit reprendre la commande de ces territoires. Alors les textes ont une importance. Moi j'ai relu le rapport que vous aviez remis à Manuel Valls en juillet dernier. Vous écriviez ceci: une reconquête républicaine nécessite un projet collectif et une volonté au plus haut sommet de l'État. Oui. Ces deux conditions ne sont pas remplies? Non, elles ne sont pas remplies pour deux raisons. Je vais parler pour ma propre famille politique parce que je ne vais pas jeter la pierre aux autres, je balaye devant ma propre porte. La gauche, au lieu de débattre en permanence, à la virgule près, de telle ou telle question technique, sociale, elle doit comprendre une chose. La gauche peut disparaître dans cette période politique. Si elle veut survivre, elle doit être un acteur essentiel de cette nouvelle guerre et comprendre que c'est une guerre par l'émancipation et qu'on doit reconstruire un discours de gauche tout à fait nouveau, un discours d'ordre républicain. Quant au haut sommet de l'État, je l'ai dit, le haut sommet de l'État devrait moins se préoccuper de la prochaine élection présidentielle et beaucoup plus de la construction d'une ceinture de sécurité républicaine pour notre pays. Le haut sommet de l'État, il porte un nom, hein, c'est François Hollande. Oui, je pense que le président de la République, il est garant de l'unité du pays, garant de sa sécurité.